Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, toujours en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Ce soir, on va parler de technologie et on va parler de technologie qui n'existe plus. Et oui. On va parler aussi, dans au moins un cas, à un point, l'automobile va être en jeu. Moi, on a tous vu dans des vieux films des années 50, 60, des gens qui téléphonent à partir de leur voiture. Et là, on se dit, mais comment ça, les cellulaires n'existaient pas à l'époque, comment ça pouvait marcher? Puis je peux vous dire, pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, que quand on voyait ça à TV à l'époque, on se le demandait encore plus. Étonnant. Alors, on va revenir là-dessus. Et quelques autres technologies. Mais toi, tu as une autre technologie dont tu veux nous parler avant. Les sacs gonflables. Exactement. Aujourd'hui, quand on embarque dans notre véhicule, on se rend pas nécessairement compte de l'évolution technologique qu'elle comprend, surtout au niveau de la sécurité. C'est devenu un truc incroyable au cours des dernières années. On a maintenant des voitures qui vont se piloter elles-mêmes pour éviter les accidents. Mais quand tout ça a commencé, on va se situer dans les années 1980. C'est l'apparition des sacs gonflables. La compagnie en question, c'est une compagnie japonaise, un des pionniers dans la sécurité automobile, la compagnie Takata. Elle a commencé à fabriquer des ceintures de sécurité dans les années 70, alors que on commençait à parler que ça devienne obligatoire. Ça a été sa première fabrication. Non seulement ça, mais ils ont donné l'impulsion à ce niveau-là. La compagnie Takata, elle a été fondée dans les années 1930 et puis était spécialisée dans les parachutes, entre autres, le textile, et puis elle s'est diversifiée dans certains domaines et a commencé à fabriquer des ceintures de sécurité. Malheureusement. Quand même, au niveau de la thématique, parachute, ceinture de sécurité, ben oui, exactement. On reste dans le domaine de la sécurité. Puis là, on parle de pionniers aussi, là. C'est eux autres qui ont, en fait, eu un des premiers rappels nécessaires. La conception des ceintures de sécurité ont employé le plastique de type PVC à l'époque, qui s'est dégradé à l'ultraviolet. Donc, après quelques années, le plastique cassait, s'insérait à l'intérieur du mécanisme de la ceinture. Soit les ceintures étaient plus débloquables, soit qu'on pouvait plus les... Alors, ça a donné lieu à leur premier rappel. Mais c'est assez commun. Si on remonte dans l'histoire, on va en parler de quelques autres rappels qu'il y a eu. Là. Présentement, à l'heure actuelle, il y a 90 000 véhicules Tesla qui sont sous ce rappel. Là. Alors, on connaît la compagnie Ford. Il y a eu un modèle qui s'est appelé le Ford Pinto. Il était soupçonné d'être plus explosif que les autres voitures. Là où ça a été scandaleux, c'est que Ford ont calculé que c'était moins dispendieux de répondre et puis d'absorber les poursuites aux civils contre dommages et intérêts que de réoutiller, reconcevoir le véhicule en question. Et après ça, une fois que la poussière a été retombée, ils sont aperçus que finalement, la Pinto n'est pas vraiment plus dangereuse que les autres. Mais en arrière de ça, on voit un peu la réaction manufacturière à ça, ces choses-là. Ford, encore. Pneus Firestone. Cette fois-ci, là, on est avec les premiers SUV. Le modèle en question s'appelle Explorer puis Mountaineer. Je ne connais pas vraiment ces modèles-là. Le centre de gravité était un peu trop haut, donc ces véhicules-là avaient tendance à basculer. La solution, c'est de baisser la pression dans les pneus. Donc, dans les recommandations de gonflage du manufacturier, on ne met pas assez d'air dans les pneus. À haute vitesse, les pneus fendent. Encore là, c'était minime, mais ce qui ressort, c'est que autant Ford que Firestone vont avoir à rendre compte parce que, comme pour la Pinto, le danger réel des pneus Firestone a été remis en doute, ça a été tenu caché. Donc, ça n'a pas été mentionné. Toyota, les voitures-là accéléraient soudainement, une amende de 1,2 milliard de dollars pour avoir tenté de cacher le problème. General Motors, commutateur d'allumage, même affaire, constructeur américain s'est engagé à verser au moins 1 million de dollars à chacune des familles des victimes parce que là, l'auto s'éteignait alors qu'elle était en route. Alors, c'est comme si on s'en allait sur l'autoroute, puis là, le moteur arrête. En plus de ça éteignait les sacs gonflables. Donc, si on faisait un accident, on était Audi 5000. Même genre de problème, la voiture accélère toute seule, il y a plusieurs personnes en ont subi les conséquences. Là, eux autres ont été un peu arrogants parce qu'ils ont
on dit que c'est de la faute des utilisateurs en premier, jusqu'à temps que ça soit démontré qu'il y avait vraiment C'est assez classique et courant comme comportement. Oui, puis ça, c'est sûr qu'on sait, là, parce que je suis persuadé que ceux qui vont nous écouter, qui ont propriétaires de véhicules, au cours de leur vie, ont eu à faire face à un rappel. Personnellement, il y en a eu 3 avec les autos que j'ai eues. On va revenir un peu en arrière. Lorsqu'il y a eu le rappel pour les ceintures de sécurité, ça a déjà commencé à mettre une pression financière sur la compagnie Takata. Et puis, il y a certains manufacturiers qui ont décidé de ne pas employer le ceinture, et ainsi de suite. Mais la compagnie était quand même florissante et puis ils ont commencé à construire des usines aux États-Unis puis au Mexique. Puis ces usines-là ont été destinées à fabriquer des sacs gonflables. Là, il y a une chose, un sac gonflable, c'est un dispositif qui est très, très, très puissant. À l'époque, il était seulement sur le côté du conducteur et puis il utilisait des produits. Le premier qui a été utilisé, ça s'appelait du tétrazole. Il était très efficace, il n'était pas dangereux, mais il y avait un petit aspect toxique là-dedans. Donc, on l'a remplacé avec un autre produit qui est de l'azide de sodium qui, lui, fait l'affaire. C'est ce qu'on retrouve dans la majorité des sacs gonflables aujourd'hui. Puis c'est hautement stable. Mais suite aux déboires financiers et à une série d'explosions dans une usine de production américaine, la société Takata s'est retrouvée un peu dans un problème financier. Puis là, pour s'en sortir, quoi de mieux que de réduire les coûts de production? Alors, comment on fait? On va éliminer l'azide de sodium, on cherche un composé qui est moins dispendieux puis qui va faire la job. Et je te le donne en mille, on a choisi le nitrate d'ammonium. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le nitrate d'ammonium, on a eu une démonstration à Beyrouth en 2021. Ouais. L'explosion qui a pratiquement détruit la moitié de la ville. On se rappellera de l'attentat d'Oklahoma City aussi. Et voilà, Oklahoma City et d'autres endroits. Le nitrate d'ammonium, c'est à ce moment-là, quand la décision a été prise, que les premières voix se sont levées. Les ingénieurs et puis aussi les fabricants et puis les revendeurs d'automobiles, les manufacturiers automobiles ont commencé à dire qu'ils ne devraient pas employer le nitrate d'ammonium dans les sacs gonflables, surtout que là, on pensait d'en mettre sur le côté du passager et aussi sur les côtés, sur les portes des voitures. C'était pas encore fait, mais ça s'en venait. Alors là, les morts ont commencé à se produire. Le problème avec les sacs gonflables, c'est qu'ils n'explosaient pas en cas d'accident. Ils se déclenchaient n'importe quand à cause de la corrosion et, comme Takata a affirmé, à cause des conditions climatoriales des pays. Certains pays chauds et humides étaient plus dangereux pour les sacs gonflables. Encore là, c'est une explication bidon. On le voit très bien. Essayer de rendre coupable l'utilisateur en disant que c'est lui qui ne fait pas bien ça, et que vu qu'il demeure dans un pays où le climat est plus humide, ça peut affecter les sacs gonflables. Alors, on va faire des rappels. Et puis là, ça commence les rappels à partir de 2013. Là, il va y avoir, en 2013, 3,6 millions de voitures qui ont été rappelées. Ça a été des airbags en question. Les sacs gonflables ont été fabriqués par l'usine de Monclova à Coahuila, au Mexique. Donc, on a là la parfaite tête de Turc. OK? Immédiatement, Takata a été blâmé, l'usine mexicaine de ne pas avoir été... mais c'est le nitrate d'ammonium qui est le problème, c'est pas l'usine, là. Les autres explosions qu'il y avait eu aussi précédemment aux États-Unis, à quoi étaient liées exactement? C'était de la recherche sans doute, mais est-ce que c'était du nitrate d'ammonium? Est-ce qu'il y avait une raison pourquoi que les sacs devenaient aussi dangereux que ça? 2014. C'est à ce moment-là que Takata a admis que la fabrication a été mal gérée. OK? Ils ont été très vagues sur le sujet. Comment tu peux mal gérer de mettre un explosif que tu sais très bien qui est très dangereux. 23 juin 2014, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Toyota ont annoncé qu'ils rappelaient plus de 3 millions de véhicules dans le monde en raison des airbags fabriqués par Takata. On est encore en 2014, c'est là qu'ils vont dire que c'est l'humidité excessive qui fait exploser les sacs encore. 2014, là, c'est une femme en Malaisie, une femme enceinte qui est tuée
OK, juste à la suite d'un petit accrochage minime, le sac s'est déclenché et puis la grenade a envoyé plein de shrapnel. L'enfant et la mère ont été tués. Là, ça commençait à devenir plus de pression encore, OK, au niveau des rappels. 2014 toujours, ça c'est un rappel à l'échelle nationale maintenant qui est fait, c'est-à-dire international, là, c'est marqué national mais d'après moi, c'est international. Il y a 10 constructeurs automobiles américains qui ont rappelé des centaines de milliers de voitures à ce moment-là. On continue, ça se lit comme une saga. Alors, 2015, 40 millions de véhicules à ce moment-là sur 12 marques. Puis là, on a rajouté à ça les sacs côté passagers, là, parce que comment la question demeure. On parle de 100 millions de véhicules qui seraient susceptibles d'être rappelés. Il y en a 40 quelques millions qui ont été changés. Comment on se rend à des chiffres pareils? C'est ça la question. Alors, c'est évident que non seulement les manufacturiers automobiles, de connivence avec le fabricant, étaient au courant que le problème était là puis qu'il n'était pas résolu. Et puis que mais on continue quand même la production avec le nitrate d'ammonium. Ils en ont produit des millions de ces sacs-là. Il y a probablement encore ces dispositifs-là qui sont en circulation aujourd'hui. Là, 2017, c'est la faillite. OK? Il n'y a pas une compagnie qui est capable de faire face à ça. Alors là, il y a 3 dirigeants qui vont être inculpés. Et puis, ils vont plaider coupable, puis la succession de la compagnie, ni plus ni moins, va décider de payer $1 milliard pour résoudre. Puis là, ça va monter à 25 millions de dollars. Et puis voici qu'on est rendu à 125 millions de dollars. Puis là, c'est probablement plus aujourd'hui là, pour couvrir ça. Là, on parle de l'Australie. On parle aussi d'autres compagnies européennes comme Volkswagen. On parle de la Nouvelle-Zélande. On parle de tous les pays. En tout et pour tout, il y a eu un nombre absolument inconcevable de victimes. Là, on parle de milliers, sinon de millions de victimes. Et puis, il y a eu 300 quelques morts, okay, qui ont été dus à ça. C'est une saga qui n'est pas encore tout à fait terminée, mais ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est la malversation. D'utiliser des produits dangereux pour faire avancer une entreprise au mépris de la sécurité. Puis deuxièmement, la complicité des manufacturiers automobiles, parce que c'est des frais pour eux autres aussi de faire des rappels. Alors, tout ce beau monde-là dans l'industrie automobile, à répétition, on fait qu'on paye tout plus cher aujourd'hui, et puis que là, ça a donné lieu à des poursuites sans fin. Et la saga n'est même pas terminée, qu'il y a déjà des nouveaux rappels sur les véhicules qui sont en train. C'est vraiment, quand on regarde en le mettant dans la perspective, comme tu l'as fait au début, des autres rappels pour d'autres causes. C'est le plus gros de tous. Ça devient une espèce de comportement presque standard des entreprises. Le premier réflexe, il n'y en a pas de problème et on cache le problème. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à Hockey Canada et à son fonds d'indemnisation secret pour payer les victimes plutôt que de contrôler ses joueurs. Finalement. Oui, c'est vrai, hein? C'est un parallèle. C'est ça, vraiment, là, il y a un parallèle là, il y a une espèce de comportement standard. Puis on pourrait parler de cigarettes et d'amiante et d'autres entreprises de ce genre-là. On a été limité un peu par le temps parce que ça venait sur le sujet aussi. C'est ça. Moi, je vais parler de technologie aussi. Pas nécessairement de technologie dangereuse, par contre, mais des technologies qui n'ont pas toujours donné ce qu'elles auraient dû donner, encore que ce n'est pas systématiquement des flops non plus à l'époque où elles ont eu lieu. Le premier, j'en ai parlé au début, ce fameux téléphone de voiture qu'on voit dans les films et dont on se demande est-ce que ça existait, ce truc-là, puis on se dit ça doit bien avoir existé puisque ça semblait fréquent dans beaucoup de films à l'époque. Mais comment ça marchait? Oui, puis c'était un blablaphone, c'est un téléphone à l'ancienne avec un fil. Oui, c'est ça. Alors là, c'est un service qui a été éventuellement créé et offert pour la première fois par Bell System, États-Unis, donc compagnie Bell américaine, pour utiliser pour la première fois à Saint-Louis, Missouri, le 17 juin 1946. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comme un système qui fonctionne avec ondes radio. Alors, vous avez, et qui vous relie à un standard, et qui, lui, est relié aux lignes de téléphone, au réseau de téléphone. Vous ne pouvez pas, avec ce système-là, signaler le numéro. Vous devez vous décrocher,
Vous parlez là, à l'opératrice, parce que généralement, c'est une opératrice. Ouais. Et là, vous lui dites, je veux tel numéro. Elle va vous le signaler et là, vous allez être en contact. Pour installer ça sur un automobile, c'est l'équipement lui-même, c'est Motorola qui le fabrique. Et ça va être installé sur différents modèles de voitures. Mais à peu près jamais des voitures de luxe, en général, des grosses voitures, parce que c'est pas toujours évident. On se méfie d'utiliser ça en conduisant, pour le débat d'actualité aujourd'hui, oui. Mais il va en avoir qui vont être installés comme ça aussi. Mais beaucoup vont être installés à l'arrière pour le passager, donc très bon pour les hommes d'affaires qui ont un chauffeur. C'est ce qu'on voit généralement dans les films, d'ailleurs. Mais il y en avait aussi qui est installé en avant de l'auto pour qu'on puisse téléphoner. Alors, comment ça fonctionnait? Vous aviez un équipement de 36 kg, 80 livres, qui est installé, il faut le mettre dans le coffre arrière, quelque chose comme ça, puis c'est relié par des fils. Donc, l'équipement coûte cher, mais en plus aussi, il faut pouvoir, faut modifier l'auto pour l'installer. Donc, ça coûte encore plus cher. Et il y a 3 canaux là-dessus. C'est des services qui sont donnés dans des villes, dans des zones urbaines. Donc, vous sortez de la ville, là, c'est fini, ça fonctionne plus. Donc, c'est des assez grosses villes, mais il y en a une soixantaine éventuellement, en 1948 déjà, qui vont avoir ces services-là, y compris au Canada, Toronto, Montréal et quelques autres. Alors, donc, il y a 3 canaux au départ. Éventuellement, ça va monter à 32. Mais ça va après plusieurs années. Alors, vous avez votre équipement, et là, il y a un voyant rouge. Quand le voyant rouge est allumé, ça veut dire que tous les canaux sont pris et que vous ne pouvez pas téléphoner. Évidemment. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous téléphonez et vous pouvez rejoindre votre personne. Mais comme je vous dis, c'est en ville seulement. Quand vous sortez de Saint-Louis, ben vous perdez le service jusqu'à temps que vous arriviez, je ne sais pas, à Springfield ou à Chicago ou l'autre ville un peu importante. Puis alors, faut-il que cette ville-là ait aussi le central? C'est ça. Le radio central. Mais comme je dis, il y en a une soixantaine de villes en Amérique du Nord qui vont l'avoir éventuellement. Et donc, ça va être installé. Les premiers appels vont être utilisés à Saint-Louis en 1946. Et ça va être le service de l'Illinois Bell Telephone Company, qui, lui, est installé à Chicago, mais éventuellement, la compagnie. Donc, éventuellement, après Saint-Louis, ça va être Chicago. Et on va rapidement atteindre la capacité maximum à cause du nombre de canaux. Ensuite, ça va être installé en Finlande. Ça va être installé en Allemagne de l'Ouest dès 1958. En 1971, on a déjà atteint la limite de capacité. Il y a d'autres systèmes qui vont s'installer par la suite, mobile téléphone système, etc., jusqu'à l'arrivée du cellulaire dans les années 80. Mais jusque dans les années 80, c'est un service qui existe encore. Le radio-téléphone. Et puis, le problème, c'est que c'était pas nécessairement encrypté, là, aussi. Non. Hein? Donc, tout le monde pouvait sniffer les communications qui se faisaient entre les hommes d'affaires et puis d'autres choses. Exactement. C'était pas très sécuritaire. Exactement. Donc, ça prend un émetteur de grande puissance à bord parce qu'on se déplace. Donc, dans les zones rurales, ça marche bien parce qu'il n'y a pas d'interférence. Le problème est que souvent, il n'y a pas de service rendu là. Fait que il y a comme une zone, on s'éloigne de la ville, puis tout d'un coup, ça marche très bien, puis tout d'un coup, ça marche plus. Mais ça resté, dans les années 80, c'est resté encore plus populaire que les premiers téléphones mobiles, les premiers téléphones cellulaires qu'on a installés. Et il y en avait encore de disponibles en 2008. Nokia, notamment, en fabriquait. Alors ça, c'est donc un mystère résolu. Si c'est incroyable de voir ça. Je me souviens d'un film avec Louis de Funès, il y avait ça. Et puis, il décroche son téléphone en auto dans la Citroën, et puis il parle comme ça. Puis moi, j'étais jeune à l'époque, là. Puis j'en revenais pas. Je me dis, on devrait avoir ça dans toutes les automobiles. On devrait même avoir ça dessus nous autres, dans nos poches. Ça. Mais ça a fini par se faire. Ah ben oui. Pas avec cette technologie-là. L'appareil de 80 livres, c'est un peu mal commode. Même les premiers cellulaires, c'était une valise, là. Oui. Puis dans les véhicules, c'était sur une base. Moi, je me souviens, comme guide accompagnateur de touristes, à un moment donné, j'ai un autobus qui avait été défoncé par des vandales à Toronto. Puis ils étaient partis avec le cellulaire, mais ils avaient arraché le fil, puis la base était restée là, donc ça sert à rien. Totalement inutile. C'est ça. Mais c'était assez mal commode aussi parce que quand tu recevais un appel, c'est quand même toi qui payais.
Oui. Et donc, les chauffeurs étaient très réticents à laisser les guides se servir du téléphone, puis ça coûtait cher aussi à faire fonctionner à l'époque. Absolument. Mais déjà, on était quand même dans la technologie cellulaire, alors que ça, c'était autre chose, c'est expérimental. Ça a fonctionné pour une certaine catégorie de clients. Est-ce que tu as un autre joyau technologique à nous présenter? Oui, là, on a quelque chose aussi, le théâtrophone. Oh. Ça, c'est plus ancien. On parle de la fin du 19e siècle. Alors, le théâtrophone, c'est Clément Ader, qui est connu pour avoir essayé un des premiers avions et d'avoir inventé le mot avion aussi en France. Alors, lui, il avait participé à la création du premier réseau téléphonique en France en 1879, avec Louis Breguet, futur pionnier de l'aviation aussi. Alors, et c'est en 1881 qu'on va lancer le théâtrophone. Ça, c'était une idée d'Ader. Ça fonctionne avec l'Opéra Garnier, Grand Opéra de Paris. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On installe des micros de chaque côté de la scène et on a le téléphone, on dit « je veux l'opéra » et on peut écouter le concert au téléphone en restant chez soi. Ah. La deuxième étape, évidemment, ça va être d'installer pas des haut-parleurs, mais vous savez, les cornets qu'on voyait sur les gramophones. Ouais, l'amplification. Des amplifications. Et donc, on pouvait s'installer dans une pièce à plusieurs et écouter en direct le concert de l'Opéra Garnier. Et c'était des microphones au carbone, à simple phase, comme ceux qu'il y avait dans les téléphones ordinaires. Ça donnait pas un très bon son, mais ça a eu une certaine popularité suffisante pour que d'autres salles de spectacle commencent à à installer ce système-là. Et on en a eu évidemment, les théâtres se disent comment on va faire pour faire de l'argent avec ça. Alors, on s'est mis qu'on n'utilisait pas l'appareil de téléphone ordinaire. On avait un appareil spécial, le théâtrophone, puis on mettait des pièces dedans. Ah, ben oui. Puis après ça, de temps en temps, la compagnie venait récupérer les pièces en question. Alors ça, c'est vers 1892 qu'on a instauré ce système-là. Et, autre première, on pouvait installer 2 haut-parleurs et on avait la stéréo. Oh, au 19e siècle. Au 19e siècle encore. Alors, c'était Victor Hugo en a parlé à un moment donné. Il écrit « C'est très curieux ». On pouvait le faire avec des écouteurs aussi. C'est très curieux. On se met aux oreilles 2 couvre-oreilles qui correspondent avec le mur et on entend la représentation de l'opéra. On change de couvre-oreille et on entend le théâtre français, Coquelin, etc. On change encore et on entend l'opéra comique. Les enfants étaient charmés et moi aussi. Ben, je comprends. Et donc, ça avait été présenté à l'Exposition universelle de Paris en 1889, en même temps que le phonographe d'Edison, puis en même temps que la Tour Eiffel, d'ailleurs. Et c'est Marcel Proust, en 1911, s'était abonné à ça, l'auteur Marcel Proust, et ça a été commercialisé éventuellement, et ça a marché jusqu'en 1936, quand même, comme système. Aux États-Unis, évidemment, il y a d'autres gens qui sont embarqués là-dedans. Les églises. On pouvait assister à la messe. Un preacher au fun. Et oui, on pouvait avoir les preachers qui faisaient leur service religieux et qui menaçaient des feux de l'enfer, leurs ouailles. Alors, directement dans leur salon. C'est ça, les ancêtres de nos télévangélistes d'aujourd'hui. Alors ça, c'était une autre des technologies et qui a, comme je dis, c'est pas un flop, celle-là. Non, parce elle a bien fonctionné. Même ça, à l'époque, ça a dû être considéré comme la merveille de pouvoir écouter l'opéra. On n'imagine pas du tout, quand on pense 19e siècle, début du siècle, un système comme ça. En direct, on pouvait avoir des concerts rediffusés avant l'invention de la radio. Exact. Et pendant longtemps, après l'invention de la radio, d'ailleurs, sans la radio, jusqu'en 1936. C'est quand même quelque chose... des genres de technologie oubliée, qui c'est pas parce que ça fonctionnait pas. Une autre de la même mouture, ça va être ma dernière, je pense, le système de son haute fidélité, lecteur de disques dans les voitures Chrysler. Des années 50, en fait, ça a été installé
dans les modèles de 1956 à 1959. Alors, c'est un monsieur Peter Goldmark qui avait inventé ça. C'était manufacturé par CBS Electronic avec des... alors, c'était un tourne-disque qu'on avait installé dans le tableau de bord. Évidemment, c'était un tourne-disque conçu spécialement pour bien fixer, pour pas que le disque saute. Il paraît que ça marchait très bien. D'ailleurs, on pouvait rouler dans des trous, puis ça sautait pas. Évidemment, ça prenait des disques particuliers. En fait, la compagnie CBS achetait des disques produits par Columbia qui étaient des 16 tours 2/3. Alors, c'était la moitié de la vitesse d'un 33 tours que ça tournait, et avec vraiment des ultra-micro-sillons. C'est ce qui permettait de fixer vraiment le bras lecteur pour être sûr que ça bouge pas. Et on pouvait écouter donc des disques dans notre auto. Ça avait des inconvénients, par contre. Un des inconvénients, c'est qu'à l'époque, c'était avant les 33 tours, que les 33 tours deviennent populaires, et généralement, il y avait une chanson ou deux sur le disque, donc on devait le changer souvent. Et donc, ça aurait pris une collection invraisemblable dans l'auto. Et l'autre truc problématique, mais là, c'est pas une question de technologie, c'est que ça n'a pas été on n'a pas fait une promotion de ça, et que c'était limité aux disques de Columbia. Donc, les artistes qui n'étaient pas en contrat avec Columbia ne pouvaient pas être écoutés sur ce système-là. Un qui n'était pas là, Elvis. Or, en fin des années 50, si tu n'as pas Elvis, si tu ne peux pas écouter Elvis sur ton lecteur, c'est comme évident que ça ne marchera pas. Donc, finalement, ça ne s'est pas très bien vendu, le système. Les gens achetaient la voiture quand même, mais ils ne se servaient pas du lecteur. Puis si je me souviens aussi, c'était pour les vraies voitures de luxe. Là. Oui, c'était des bons modèles. Vraiment mettre ça dans notre Ford Model T, on pourrait probablement, mais ça venait de disponible en option. Certains modèles Chrysler de l'époque où c'était effectivement une option. Ça devait être assez dispendieux. Oui. Il y a eu un qui jouait des 45 tours, qui a été manufacturé en 60 et 61. Il ne fonctionnait pas bien. Mais il marchait moins bien, puis il était comme trop tard. L'idée... le média magnétique faisait son apparition aussi, des années plus tard. Aussi, les cassettes qui étaient plus commodes, etc. Donc, ça va être ma dernière technologie dont je vais parler ce soir. Alors, on se retrouve encore la semaine prochaine. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat, qui vous souhaite bonsoir et restez à l'écoute de TVCBF.